Ok, donc c'est totalement improvisé, il n'y avait pas de volonté initiale de faire une vidéo. On va essayer d'être le plus court possible. Déjà, on intervient par rapport à toute l'histoire autour de l'abrogation ou annulation du code noir, personne ne sait plus. En tout cas, voilà, nous, bon, pour ma part, là, j'interviens en tant que porte-parole de la brigade anti-négrophobie. Donc, notamment en juin 2020, je crois, parce que j'ai pas la mémoire des dates, parce que c'est pas quelque chose qui focalise sur lequel je me focalise. Mais en tout cas, il me semble qu'en juin 2020, on était poursuivi pour ça. Et donc après, le procès a été reporté, me semble-t-il, en 2021. Bon, ironie du sort, c'était le 10 mai, c'est-à-dire la date que la France a choisie pour commémorer la fin de l'esclavage. Alors, je ne sais pas comment elle appelle ça exactement, mais c'est une preuve implicite de non-respect manifeste, hein, puisque on est en train d'agir pour dénoncer un crime contre l'humanité afro, et on nous poursuit le jour de la commémoration de la fin légale de ce crime, en France en tout cas. Donc voilà, donc déjà il y a ça. Et ensuite, en 2025, je crois en février, mais je suis vraiment pas sûr, il y a un procès et le rendu est donné le 5 mai, me semble-t-il, 2025. Mais bon, vérifiez les dates parce que franchement, je me focalise pas là-dessus et il y en a quoi. Mais ce qui se passe, c'est que peu de gens savent, bon, beaucoup, quoi, ceux qui s'intéressent à cette affaire, parce que tout le monde ne s'intéresse pas forcément à ça, mais ceux qui s'intéressent savent que on a été condamné, ou en tout cas j'ai été condamné, poursuivi par l'État français par rapport à cela, malgré qu'aujourd'hui il est en train de d'abroger la loi contre le code noir dont le père est Jean-Baptiste Colbert dont la statue siège toujours devant l'Assemblée nationale. Et donc tout le monde sait que j'ai été condamné par rapport à cela, mais par contre peu savent que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de justice, ou en tout cas la condamnation de la justice, je ne sais pas comment ils appellent ça de manière codifiée, mais pour dire qu'ils ont estimé que l'affaire n'a pas été jugée dans le fond et que l'action que j'ai menée participait à un débat de société, ou je ne sais pas comment c'est dit, et c'est pour ça que vous avez la preuve ici, là encore, là, et encore là, et là. Donc, comme ça, vous voyez, vous décodifiez vous-même ce que ils disent avec des langues, comment dire, un langage compliqué. Attention toutefois, le fait que la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel, et n'oubliez pas, hein, je ne suis pas ni juriste ni avocat, donc mes termes sont peut-être approximatifs, parce que je répète, le langage de la justice n'est pas un langage intelligent, c'est un langage codé qui empêche d'accéder simplement à la réalité. Donc il faut des experts pour pouvoir la déchiffrer. Eh ben, en tout cas, le fait que la décision de la Cour d'appel a été cassée ne veut pas dire qu'on a gagné. Ça veut dire que le procès va être complètement rejugé, comme si l'affaire avait été annulée justement et que tout repartait à zéro. Donc cette fois, on va voir si la justice française, à travers ses représentants, vont continuer à nous faire passer pour des délinquants plutôt que d'essayer de comprendre qu'on est doté d'une conscience politique, qu'on n'est pas obligé d'attendre que le blanc nous dise comment penser notre dignité, notre liberté et tout ce qui s'ensuit, et s'ils vont commencer à prendre cette affaire au sérieux et à la juger dans le fond. Donc voilà, d'autant que nous étions accusés en quelque sorte d'avoir procédé à des moyens, pour ainsi dire, violents ou délictueux pour faire, comment dire, passer le message d'une cause qui, soit dit en passant, est noble hein, d'après eux, mais qui, dans la forme, ne respecte pas les conventions du civilisé blanc. Ouais, et ne peut pas parler le langage du sauvage noir en quelque sorte. Et partant de cela, nous leur avons expliqué que nous avons fait de multiples actions, dont envoyer justement un recommandé au ministère de la Justice pour dire que nous voulions l'annulation du code noir, et le lien avec Colbert est évident, je ne vais pas l'expliquer ici. Et ensuite, nous avons aussi expliqué que nous avons déjà mené une action. Et comme j'ai pas la notion des dates, il me semble que c'est en 2006, mais il suffira de vérifier aux marques de voitures qui passent dans la rue et tout ce qui s'ensuit. Et je vous mets la vidéo ici. Alors, comme vous pouvez le voir, on voit la statue de Colbert
détrônant de toute son arrogance pour nous insulter silencieusement de ce que l'on sait. Et là, bien sûr, on s'affaire avec les moyens du bord à poser nos revendications pour faire savoir que nous ne pouvons tolérer d'être insultés de manière négrophobe, même silencieusement. Donc vous voyez, au vu des voitures qui passent, qu'on est à une autre époque, pas dans les années 1930, mais presque. Les gendarmes ne savent pas quoi faire et vous voyez, ils ont encore des képis à l'époque. La police arrive pour faire respecter l'ordre néocolonial, dirait-on. Et puis là, les échauffourées commencent. Comme si l'histoire de 2020 se répétait, ou plutôt celle de 2006 se répétait en 2020, le même scénario, et pourtant ils font encore semblant de découvrir que la statue de Colbert dérange, alors qu'ils consignent ce qui se passe, et donc cet épisode est forcément quelque part. Mais comme ils font semblant de découvrir que le code noir n'a pas été abrogé alors qu'on leur a envoyé une lettre recommandée, ils font semblant de découvrir qu'il y a un problème avec la statue de Colbert, un problème de négrophobie. Donc voilà, mais avant 2012, c'est-à-dire de 2011 à 2017, nous n'avons pas chômé puisque chaque 10 mai, ou quasi, nous avons eu des échanges non pas avec l'équipe de golf de Saint-Germain, mais avec la police du ministère de l'Intérieur qui nous avait blacklistés. Donc, contrairement à ce que montrent les apparences, nous étions parfaitement dans notre bon droit, entravés par les policiers, et nous nous faisons violenter alors que nous avons des invitations officielles, mais bien sûr de l'extérieur, personne ne peut y croire. Comme lors des contrôles au faciès où sans preuve on décide que vous êtes coupable, malgré le fait que vous soyez parfaitement en règle, on vous traite comme un criminel. Là, j'ai l'invitation, ils ferment les portes sur moi, ils m'empêchent d'accéder à la manifestation, ils me tirent, j'ai strictement rien fait. Ainsi, chaque 10 mai, la police nous a brutalisés gratuitement. À chaque fois, on terminait en garde à vue et toujours accusés d'avoir violenté les policiers qui eux-mêmes nous avaient violentés. Et nous nous étions défendus de cette violence, mais à chaque fois, c'était nous les accusés et donc coupables, et nous risquions à chaque fois la prison, et donc vous avez encore la preuve. L'œil sur le calendrier, c'est l'été qui s'approche. Les commémorations, c'est plein de surprises. Tenez, au hasard, mardi dernier, le 10 mai. Le 10 mai, c'est... Eh bien, pas du tout. Sur une idée originale de Jacques Chirac, le 10 mai est désormais la célébration de l'abolition de l'esclavage. Les organisateurs ont même pensé à inviter une chorale d'enfants. C'est bon, c'est émouvant. 24 petits chanteurs, tous blancs, habillés en blanc. La France multicolore réconciliée. Et parmi les invités du premier rang, des blancs, rien que des blancs. Pas un noir, pour une journée sur l'esclavage. Non, en 2011, en France, la République place les noirs au fond. Pas possible, ça doit être une erreur du protocole. Donc le 10 mai, c'est plus la victoire de tonton en 81, reste le neveu, ministre spontané. C'est la fête de la famille. Oui. La France est sortie d'esclavage il y a 30 ans. 30 ans, tant que ça? Ah oui. Ah non. Pendant que les premiers rangs feuillettent une brochure pleine de repentis, les invités, eux, continuent d'arriver. Les représentants d'une association pacifique, installée, reconnue, se présentent à l'entrée. Mais là, visiblement, leur t-shirt ne plaît pas au sous-chef de service. Tout à coup, une volée de policiers atterrit. Le t-shirt en question devient un objet de tension. Pourtant, ces militants étaient bien invités par le président de la République.
comme d'autres associations. Preuve à l'appui. Il y a un lien direct. C'est de la négrophobie. Il faut pas expliquer. Je vais vous demander pourquoi on a... Mais quand tout allait se calmer, se régler, un ordre tombe. On a nos invitations. Non, mais là, désolé. Et monsieur le sous-chef, ici présent, va en 5 minutes organiser un chaos en ce jour où la République se souvient. Le sous-chef semble tenir à son petit quart d'heure sportif, récréatif. Alors que tout était réglé, c'est reparti. Suivez-moi, par là. Ces invités-là sont chassés par la porte de service. Allez. Doucement. La chef, elle, croit encore pouvoir calmer ses troupes. Mais c'est trop tard. Les gros bras débarquent de tous côtés. Dehors, les CRS finissent le boulot. Coups, menottes, plaqués au sol. Quel boulot! Des invités pacifiques n'ont pas résisté. L'autre caméraman de l'association, repéré, protège son tournage et fuit. À 50 mètres de là, la commémoration de l'abolition de l'esclavage peut continuer. Vêtu de blanc, souriant. Midi, ça pouvait commencer. Les jardins sont nettoyés. Le président peut débarquer. Les suspects arrêtés. Au fait, il voulait célébrer quoi le 10 mai? Donc, toutes ces années d'action menées soit devant la statue de Colbert ou chaque 10 mai, c'est toujours le même scénario, un éternel recommencement. Le coupable, l'État français, devient victime et nous, qui sommes dans notre bon droit, devenons coupables. Et donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la source de la négrophobie en France, en tout cas une des sources, c'est quand même le Code noir. Donc, le problème, c'est qu'on entend beaucoup de gens qui disent que finalement, ça ne change pas grand-chose, que ce soit abrogé ou annulé. Mais moi, ce que je regarde, c'est personne ne se pose la question de savoir pourquoi les choses se font avec autant de facilité. Si abrogé et annulé, c'est la même chose. Dans ce cas, pourquoi ils n'annulent pas? Pourquoi ils se précipitent vers l'abrogation? Donc, le but, c'est pas de dire que parce qu'on annule, il y a réparation. Mais en tout cas, on parle d'une porte ouverte, comme quand vous mettez le pied dans la porte, qui permet d'entrer au niveau de la loi dans la question des réparations. Alors qu'il semble qu'avec l'abrogation, on ferme, ou en tout cas, on rend plus difficile l'ouverture de cette porte, si ce n'est pas qu'on la ferme. Et donc, c'est là où on intervient. Donc, si pour les gens, c'est la même chose, en quoi cela pose-t-il problème que l'État annule? Mais en tout cas, il ne parle jamais d'annulation, mais facilement d'abrogation. Ça devrait mettre la puce à l'oreille à beaucoup, pour ne pas dire certains. Ensuite, il y a le point qui fait que, sans chercher la lumière, parce que ce n'est pas la politique de la maison, mais personne ne s'interroge que depuis 2020, quand l'action que vous avez vue a été menée, quand les médias ont traité de cette affaire, jamais nous n'avons été invités sur les plateaux, quels qu'ils soient, pour expliquer les raisons de notre geste et les raisons de notre acte. Par contre, il a été invité tout un panel d'intervenants qui ont parlé à notre place, précisément des Blancs, parce qu'il y avait aussi des Noirs bien évidemment, mais qui parlaient à notre place, ce qui donnait l'impression qu'ils décodaient le langage qu'on ne peut pas comprendre quand un Noir parle, puisque notre action était forcément disproportionnée par rapport à la réalité. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que le Code noir n'a toujours pas été abrogé. Mais on passe encore cela. Cela pour dire que là, aujourd'hui, on en est au moment où l'abrogation a été reconnue, a été votée à l'unanimité. On attend encore que ce soit définitivement entériné, ou j'ai pas très bien compris, peu importe. Mais personne ne se pose la question de savoir s'il n'y a pas non plus en arrière-plan un jeu qui fait que l'État, à la fois
juge et bourreau choisit ses interlocuteurs. C'est-à-dire que là encore, on ne nous demande pas notre avis alors qu'on a quand même mené une action qui voulait aller dans ce sens. Et le pire, c'est qu'on ne veut pas traiter l'État français, ni même M. Bayrou qui dit qu'il n'était pas au courant que le Code noir n'était pas abrogé. Je crois qu'il était ministre de la Justice quand il a dit ça. Mais on a des preuves qu'en 2012, donc vous voyez ici, et même en 2013, vous voyez ici, on a envoyé des courriers recommandés. Donc là, on ne parle pas de n'importe quoi. C'est des choses qui peuvent être retrouvées avec numéro d'accusé de réception ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui enjoignaient donc l'État français d'annuler le Code noir. Donc, il ne peut pas ne pas avoir été au courant que ce texte de loi, ou je ne sais pas comment l'appeler, n'avait pas été ni abrogé ni annulé. Parce qu'on l'avait prévenu non pas en 2020, non pas en 2025, mais en 2012. Et donc, si auparavant, il avait eu un trou de mémoire, nous, on s'était assuré qu'il n'ait pas de trou de mémoire. Mais aujourd'hui, on fait comme si on découvrait cela et personne ne s'étonne. Et je répète, le but, c'est pas d'attirer la lumière sur nous ou que les caméras viennent sur nous. On n'en a vraiment pas besoin. Et on laisse les gens qui veulent être à la lumière rester à la lumière. Mais on pose la question de savoir comment se fait-il qu'ils choisissent leurs interlocuteurs pour faire croire que justice est en train de se rendre. Ça ne met la puce à l'oreille à personne. Ça semble pas bizarre de voir que ces choses sont données aussi facilement, que maintenant l'État qui est à la fois bourreau paraît justicier, paraît de tout ce qu'on veut. Parce que, à mon avis, il y a une arnaque qui est en train de se tramer là-dessus et c'est en cela qu'il faut faire attention. Sinon, je vous parle d'un temps, non pas que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais au moins d'un temps où l'abrogation du Code noir n'était pas encore à la mode. Et à ce moment-là, preuve à l'appui, déjà le 5 février, lors du procès en appel, je disais ça. Très concrètement, vous espérez quoi de cet appel de manière basique? Très concrètement, nous, là, on l'a dit à la dame, mais vous n'étiez peut-être pas là. Aujourd'hui, on vient regarder la justice, c'est-à-dire la petite fille de la justice qui a légitimé le Code noir. On vient la regarder dans les yeux et lui offrir une chance de sortir des pas de son arrière-grand-père ou grand-mère qui a légitimé le Code noir. Et c'est pour dire que pour nous, on sait que cette justice n'est que la continuation de cette ancienne justice qui nous a décrété non-être humain. Et il faut savoir que le Code noir, pour nous, n'a jamais été annulé. Donc ça veut dire que concrètement, ça en dit long. Et donc ce qu'on espère, c'est pas tant savoir est-ce que cette justice va nous rendre justice, puisqu'elle nous a jamais rendu justice. Mais on est venu la regarder dans les yeux et on vient lui offrir une chance de sortir des pattes de son arrière-grand-père qui nous a traités de non-être humain et qui continue à faire courir cela, puisque la statue de Colbert est devant l'Assemblée nationale. Et d'un autre côté, je pense que c'est vers la même période, il y a Maître Guy Florentin qui disait ça. Vous ne savez pas que le Code noir, en réalité, n'a jamais été aboli. Depuis 1840, depuis 1948, depuis l'abolition de l'esclavage, en réalité, le Code noir n'a pas été mis en vigueur parce que l'esclavage a été aboli, mais il ne faut pas oublier que l'esclavage a été rétabli une première fois et qu'il n'y a pas eu besoin de refaire un Code noir. C'est le même Code noir qui est revenu automatiquement en vigueur. Et ce Code noir n'a jamais été abrogé officiellement par la République française. Et M. Lolia et moi, nous avions écrit à la ministre de la Justice, à l'époque qui était Mme Taubira, pour demander cette abrogation, cette annulation, pas l'abrogation, mais l'annulation avec des effets rétroactifs de ce Code noir et on n'a jamais obtenu de réponse de la part de l'État français. Alors si nous avons fait ce petit survol, c'est pas parce que nous adorons voyager dans notre tête et encore moins parce que nous aimons raconter notre vie, mais c'est parce que nous voulions montrer le lien qu'il y a entre les actions que nous avons menées devant la statue de Colbert qui se trouve à l'Assemblée nationale et les actions menées durant la journée de commémoration, ou plutôt dite de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Pourquoi nous rajoutons dite devant cela ? Parce que c'est une stratégie
du pouvoir blanc français pour nous aliéner et nous laisser croire que nous devons notre liberté à la blanchité, au pouvoir blanc français, alors qu'en réalité, les vrais artisans de notre libération sont des personnes afro, telles que Toussaint Louverture pour les révolutions qui ont connu un succès, ou en tout cas la révolution qui a connu un succès, c'est-à-dire la révolution haïtienne, et Dessalines. Hein, quand je dis Toussaint Louverture, c'est parce que j'avais pas fini ma phrase, mais je pourrais dire inversement Dessalines et Toussaint Louverture, et Toussaint Louverture et Dessalines. Et ensuite, pour ceux qui ont résisté, il y a des gens comme Delgrès, on parle souvent de la négresse solitude, voilà. Mais bon, en tout cas, il y a tout ça. Mais en tout cas, pour en revenir au lien qu'il y a entre ces affaires-là, le dénominateur commun, c'est le code noir. Et nous avons demandé l'abolition, que dis-je, l'annulation dès 2012, on l'a prouvé et on en a parlé en 2025, ça on l'a montré. Mais maintenant, ce qui serait intéressant, c'est comme les gens ont souvent l'impression que c'est la même chose et nous ne sommes pas en train de dire ils ont raison ou tort, on va essayer de ressortir, dès qu'on trouve les fichiers, l'intervention de Maître Guy Florentin, qui expliquait justement la différence entre annulation et abrogation du code noir, en sachant que moi je suis par exemple un activiste, mais lui un spécialiste, je sais pas comment on appelle ça, mais du domaine du droit, de la justice et tout ce qui s'ensuit. Donc à partir de là, entre autres avocats, mais à partir de là, vous aurez un éclairage de quelqu'un qui s'y connaît en question de droit. Ça ne veut pas dire qu'il faudra croire aveuglément ce qu'il dit, mais ça pourra peut-être vous aider à comprendre comment on peut nous aveugler en pleine lumière. Vous voyez, quand les lumières sont plein phare, vous voyez rien. Et des fois, la manière dont s'expriment des sociétés démocratiques qui prétendent lutter pour nos intérêts, alors que ce n'est qu'un masque pour cacher leur impérialisme et que ces sociétés continuent à lutter comme ils l'ont fait avant pour leurs intérêts, au mépris d'une autre, eh ben, des fois on peut être aveuglé en pleine lumière. Donc voilà. Donc suivez, et dès qu'on a cette conférence, on la diffuse, et pour l'instant, on met la lettre comme preuve, celle qu'on avait adressée au ministère de la Justice, en sachant qu'il y avait une autre, il y en avait une autre, dès qu'on la trouve, on la mettra, et on remet encore les deux accusés de réception de courrier recommandé qui prouvent que le ministère de la Justice avait bien reçu cette exigence d'annulation du code noir et qui ne pouvait pas, ou en tout cas l'État français ne pouvait pas ne pas le savoir, car nous avions veillé à ce qu'il n'ait aucun trou de mémoire. Voilà, à bientôt.